Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, vous l'avez vu, hein, j'ai encore la chance de vous présenter un véhicule exceptionnel, hein, exceptionnellement rare d'ailleurs, et vous allez comprendre vite pourquoi. Et ce véhicule, même si je sais que les avant-guerres, elles plaisent pas à grand monde, moi je tenais absolument à vous le présenter parce que j'ai deux bonnes raisons pour ça. La première, c'est que c'est le plus ancien véhicule que j'ai jamais présenté sur la chaîne, puisque cette voiture-là, elle est plus ancienne même que la Bugatti Type 37 que je vous avais déjà présentée, puisque celle-là, elle date de 1922. Donc aujourd'hui, elle est plus que centenaire. Et c'est un âge tout à fait honorable. Et vu son état tout à fait exceptionnel, je ne pouvais pas m'empêcher de vous la présenter un jour, hein, forcément. Et la deuxième raison qui me pousse à vous la présenter, c'est que pour ceux qui me connaissent depuis les débuts de la chaîne, je pense que vous avez compris que j'habitais la région Tourangelle. Et cette voiture, c'est une voiture purement tourangelle. C'est une Roland Pilin qui porte l'écusson de la ville de Tours. Voilà, et je ne pouvais pas faire l'impasse sur ce genre de véhicule quand on a ça à disposition. On est obligé de la présenter, de la faire connaître. Alors Roland Pilin, c'est une marque, donc comme je disais, purement tourangelle. Hein, dans les années avant-guerre, voire même entre-deux-guerres, il y avait encore des passionnés qui arrivaient à créer leur propre marque. Il faut savoir que dans ces années-là, il y avait jusqu'à 150 marques de véhicules françaises. Hein. Et à Tours, on a eu deux passionnés. On a eu François Roland, donc qui était lui un riche commanditaire, qui était passionné d'automobile et qui avait les moyens, qui s'est associé avec Émile Pilin, qui lui était un mécanicien passionné d'automobile. Et donc les deux hommes se sont associés pour créer leur propre marque automobile. En 1906, donc comme je vous ai dit, ils ont commencé à créer leur premier modèle et comme toute entreprise de construction automobile, quand on veut se faire connaître, on fait de la compétition. Donc ils ont commencé à développer plusieurs modèles, dont certains de compétition, grâce auxquels ils se sont fait connaître. Hein. Forcément, ils ont participé aux 24 heures du Mans, au rallye, aux courses de l'Automobile Club de France, à diverses courses. Ils ont même battu certains records à Montlhéry, etc., etc. Je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qu'ils ont pu remporter ou toutes les courses dans lesquelles ils ont pu concourir. Mais il faut savoir que c'est une marque qui a duré donc de 1906 à 1936 environ, donc une trentaine d'années. Ils ont produit plusieurs milliers de véhicules, quelques dizaines de modèles différents. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description sur l'historique complet de la marque Roland Pilin. Mais aujourd'hui, le modèle qui nous intéresse, c'est ce modèle-là. C'est un modèle de type R de 1922, équipé d'un moteur 2,3 litres de 12 chevaux et qui avait une vitesse de pointe de 70 km/h. Alors Roland Pilin, c'était une marque qui voulait faire dans l'excellence. Donc on a un véhicule qui est vraiment haut de gamme, hein, avec des finitions à la hauteur de ce qui se faisait de mieux à l'époque. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui a plombé la marque. C'est-à-dire que malgré des résultats en course, on va dire assez mitigés, mais ils avaient quand même à chaque fois la prétention de finir les courses, ce qui promettait quand même un indice de fiabilité assez conséquent, parce qu'à l'époque, hein, dans les années 20, finir une course de plusieurs milliers de kilomètres ou une course qui durait 24 heures, c'était déjà un exploit en soi. Il faut savoir qu'avec ces véhicules, ils ont même réussi à faire la traversée de l'Afrique d'est en ouest, donc près de 5000 km, ils ont fait en 5 mois. Alors pour la petite anecdote, hein, le salon Époque Auto de Lyon vient de se terminer, et il y a eu une vente aux enchères Osna où il y avait une Roland Pilin type R, mais torpedo, c'est-à-dire découvrable, qui a été vendue, donc qui s'est vendue 13 300 € si je ne dis pas de bêtises. Il faut savoir que des Roland Pilin aujourd'hui, il en reste seulement une centaine en France. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, cette voiture, on sent encore l'héritage des carrossiers, comme on dit. Un carrossier, on sent l'héritage du carrosse, hein, puisque cette structure, elle est moitié en métal, châssis en métal, mais le haut de la caisse est encore en bois, en cuir, en tissu. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai à disposition aujourd'hui, c'est qu'elle vient de finir d'être restaurée, au moins toute cette partie en bois qui a été entièrement décapée, repeinte. Et vous allez voir, pour juger de la qualité de ce véhicule, on va faire un petit peu une visite de l'intérieur complète, puis après on va aller faire un petit tour sur la route parce que ce véhicule est entièrement roulant. Vous allez voir comment on le démarre, les particularités du moteur. Et ça, c'est pas moi qui vais vous faire la visite, ça va être Loïc, le patron du garage Général Car Vintage, qui me prête encore une fois ce véhicule. Bon Loïc, merci de te joindre à nous aujourd'hui. Avec plaisir. Et surtout, merci de mettre à ma disposition cette voiture. Alors, est-ce que tu peux nous dire d'où elle vient, cette voiture? Alors, son historique rapidement. ouais. Alors, pour son historique rapide, c'est l'ancienne voiture de la mairie de Tours, de la ville de Tours, parce que je pense que tu as déjà précédé. Roland Pilin est une marque tourangelle fabriquée à Tours. Et donc c'était la voiture qui qui avait été achetée par la mairie il y a un bon moment, une bonne trentaine d'années, je crois. Ouais, dans les années 80, si je dis pas de bêtises, d'après ce que j'ai vu sur les papiers, j'ai pas retenu la date exacte. Mais voilà.
Et donc c'était leur voiture voilà, pour promouvoir un petit peu le patrimoine industriel de la région. Et donc ils s'en sont séparés, ça a été racheté par un Tourangeau. Oui, on a beaucoup de chance que ce soit un Tourangeau qui l'ait racheté. La voiture va pouvoir rester dans la région. Et oui, la ville s'en est séparée bon, pour différentes raisons. Et donc là, on l'a reprise pour refaire quelques petits points, quelques ajustages sur la voiture. Donc Bon, voilà. bah, justement, même toi qui la connais, on va dire presque parfaitement, pas encore peut-être. Ah non, Il y je a suis encore besoin pas qu'elle passe. spécialiste, mais Est-ce bon. que tu peux nous faire un petit peu le tour de la voiture, nous présenter les particularités? Parce que comme je disais tout à l'heure, Roland Pilin, ils ont déposé beaucoup de brevets, ils étaient un Mhm. petit peu en avance sur leur temps, puis c'était des voitures très haut de gamme pour l'époque aussi, hein. On verra un peu la finition à l'intérieur tout à l'heure, mais il y a beaucoup de belles choses dans ces voitures. Tout à fait. C'est d'ailleurs ce qui les a un peu coulés, parce que ça leur coûtait tellement cher à produire que ben, ils ont eu du mal à suivre. Mais bon, bah, on va parler des aspects techniques. On a un mécano avec nous, donc Ouais. autant en profiter, hein. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voiture comme particularité? Alors, comme on est déjà sur l'avant du véhicule, on est sur une voiture de 1922. Voiture voilà, qui est quand même plus de centenaire. Et dans les années 20, il y a quelques petites subtilités qui paraissent aujourd'hui banales. Mais par exemple, on peut apercevoir ici les tambours de frein. Et dans les années 20, des freins à l'avant, bah, c'était haut de gamme. C'était plutôt même très haut de gamme. Parce qu'on avait la difficulté à l'époque, c'est qu'on ne savait pas, on avait du mal à allier l'articulation des roues qui tournent et du système de frein. Vu qu'à l'époque, on n'a pas d'hydraulique, nous sommes encore à câble, comme nos vélos. Ouais. Faire l'articulation entre le câble qui arrive, le renvoi, le truc, le bidule, et quand on tourne les roues, que ça freine pas une roue en même temps, c'était un peu compliqué. Et pourtant, quelques années après, Roland Pilin vont être les premiers à déposer un brevet Oui, pour des freins à commande hydraulique. oui, Il déjà. va même y avoir un procès avec Packard, si je dis pas de bêtises, parce Oui, de qu'aux mémoire, 24 ouais. heures du Mans, Packard s'est pointé avec un système de frein hydraulique. Et donc Roland Pilin, ils ont fait un procès pour, on va pas dire plagiat, mais copie industrielle, espionnage industriel, je sais pas. Je sais pas comment ça s'est réglé, mais en tout cas, bah, Roland Pilin était pionnier justement sur les freins à commande hydraulique. Alors, qui est le premier? On ne sait pas, mais en tout cas, ils font partie des En tout cas, premiers ils à ont avoir déposé mis au des brevets point là-dessus. ce genre de système. Donc effectivement, donc là, c'est quand même une voiture qui était plutôt moderne, voire très moderne pour Ouais. l'époque. Parce que 4 freins sur les 4 roues, c'était quand même assez inédit. Alors, petite Euh, entorse qui a été faite sur la voiture. Ah, oui, bah Ça, ça, c'est pour la sécurité. On lui a juste obligatoire. rajouté des clignotants, hein. Ça, c'est. Ouais. Parce qu'à l'époque, les clignotants n'étaient pas obligatoires, même peut-être, ils avaient peut-être même pas pensé. On sortait le bras, Voilà, on sortait le l'anglaise. bras, c'est pas grave. Après aussi, en 1922, on n'a pas le même trafic qu'aujourd'hui, rien à voir. Et avoir une voiture, c'est déjà réservé quand même à une certaine élite. Tout à fait. Surtout, même une Roland Pilin qui était une voiture qui était assez Assez haut chère. de gamme. Comme tu Ouais. disais tout à l'heure, une voiture assez haut de gamme. On n'est pas sur l'hyper haut de gamme, mais on était là sur Sur quelque de la belle chose finition quand même. d'intéressant. Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est partir sur le côté mécanique, moteur, on va dire, de la voiture déjà. Donc on va déjà ouvrir ce côté-là. Vous puissiez voir déjà ce beau petit moteur. Donc on retrouve un petit 4 cylindres, bah petit, qui est plutôt gros pour l'époque, sur cette voiture. Mécanique purement Roland Pilin, parce qu'à l'époque, on a quand même beaucoup de constructeurs qui utilisent des fois de la mécanique d'autres constructeurs. Là, on est sur du Made in Tourangeau pur et dur. Hein. Donc, ce que j'ai eu, c'est un 2 litres 3, 12 chevaux, Ouais, ce qui était bien pour ce l'époque. qui est plutôt bien, avec une bonne cylindrée, même si ce n'est pas les plus gros moteurs qu'on peut faire à l'époque, mais c'est déjà plutôt bien. Particularité de cette voiture, parce qu'on est encore une fois fin des années 10, début 20, les pompes à essence ne sont pas très répandues, voire pas du tout. On sort des voitures encore avec les réservoirs d'essence qui se trouvent ici. Donc l'essence descend par gravité naturelle. Rien de plus simple, pour moi ça tombe pas en panne, ça on est tranquille. Sauf que dans les années 20, les constructeurs comme Roland Pilin, comme d'autres aussi un petit peu plus haut de gamme, on commence à avoir des gens qui commencent à rouler. Sauf que mettre un réservoir ici, au niveau de la place, ça pose un peu problème, parce que la capacité peut être vite limitée. Donc quand on commence à rouler, on n'a pas des consommations de 4,5 litres ou 5 litres au 100 à cette Ça époque-là. consommait du 15-20 litres. On est plutôt sur du 10, 15, voire 20 litres. Et donc pour augmenter forcément la capacité, rien de plus simple aujourd'hui, tu vas me dire, on met le réservoir à l'arrière sur la voiture. Bah oui, Ouais, mais sauf que les pompes à essence, la gravité, ça marche moins bien. beaucoup moins bien, ouais. Et donc, le problème, c'était de trouver une solution. Et les pompes à essence à membrane, comme on a connu, et électriques qui vont suivre, c'est pas encore tout à fait au point. Et donc, Roland Pilin fait partie de ces constructeurs, comme on va retrouver ça aussi chez Rolls-Royce par exemple. C'est un vase expansion, on peut appeler ça comme ça, on peut appeler ça un exhausteur.
marche par le principe du vase communicant. On a le réservoir à l'arrière de la voiture, D'accord. qui est un peu plus bas. On a ici un vase, pareil, qui va être cette fois-ci plus haut que le carburateur. Et par succion, plus l'essence se vide là-dedans, plus comme c'est sous vide, plus ça va C'est la générer dépression qui une aspire dépression l'essence depuis et qui le, va depuis le, aspirer le effectivement réservoir. l'essence de l'arrière à l'avant et qui va pouvoir redescendre après par gravité directement dans le carburateur. D'accord. C'était plutôt très ingénieux et ça marchait plutôt bien. Alors attention au fond de cuve. Ouais. Dès qu'on arrive sur un réservoir un petit peu en bas, voire réserve, c'est pas top top. Et Dans pas les oublier côtes, de couper le robinet quand on a fini de rouler avec. ah oui, Parce toujours que sinon, comme une mobilette. voilà, Pour ceux qui ont connu les années 70. un gros moteur de mobilette. Voilà, fallait Particularité, couper c'est un moteur sans soupape, si je dis pas de bêtises. non, la mécanique, on est sur un 4 cylindres effectivement en ligne à soupape latérale encore. On n'est pas encore sur le moteur culbuté. On commence à les voir apparaître, les moteurs culbutés. Mais voilà, mon Roland Pulin pas encore dessus sur cette technologie-là. Non, donc pour reprendre, oui, donc on a une boîte 4 vitesses sur cette voiture qui est extrêmement rare puisque à l'époque on est surtout sur 3 vitesses. 4 vitesses, c'était déjà Mais avec un système de commande de levier un peu particulier. un peu particulier. On verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Voilà, on va dire que On n'est pas sur une commande traditionnelle comme on peut la connaître aujourd'hui. Les pédales, elles sont pas dans le. Non, les pédales sont pas dans le bon ordre. Mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude sur ce genre de voiture d'avant-guerre. Ouais, chacun faisait son truc à sa sauce et puis. Il n'y a pas encore la normalisation comme on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, elle a un volant à droite. Et elle a encore le volant à droite. Ouais. Et c'est pas une anglaise. Regardez déjà, ne serait-ce qu'à l'arrière. Ouais. Parce que là, c'est là où on voit le luxe de la voiture, en fait, c'est que la voiture est entièrement capitonnée, recouverte de tissu. Et puis, toutes les boiseries, on a vraiment de la marqueterie, là. On est encore chez le carrossier au sens carrosse du terme. Oui, 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 bien sûr. On est encore sur le carrosse dans le sens du terme. Là, on est aussi sur une particularité. On est sur ce qu'on appelle une six-glace. Donc, on peut appeler ça une limousine à séparation chauffeur. Donc, on est là sur une voiture déjà très haut de gamme parce que là, on est sur une voiture de maître. On appelle ça un peu de maître. Donc, ça veut dire qu'une voiture qui est à séparation chauffeur. Qui nous On permet ne se mélange pas. On ne se mélange pas à l'époque, voilà. Et être discret si on a besoin de discuter ou des choses comme ça. Et puis, on a cette belle malle à l'arrière, du coup. De Alors. voyage. Donc là, il n'y a pas de coffre. On avait une malle qui s'ouvrait en deux parties, donc avec le volet supérieur qui s'ouvrait. Et cette malle ensuite, le rabat qui s'avançait pour mettre les bagages à l'intérieur. Et quand on enlevait ce coffre, eh ben, on avait le support qui pouvait se replier. Oui, se rabattre, tout à fait. Pour pas gêner. Et justement, le réservoir dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Un peu difficile d'accès pour aller faire le plein. C'est pas top top. Bon, les gens avaient plus de temps à l'époque. Oui, il y avait dans les stations-service, ils venaient nous faire le plein. C'est ça. Alors par contre, la vraie particularité, elle est dans le poste de pilotage, on va dire. Oui, on a pas mal de choses à voir. Donc on va passer à l'habitacle, voir un petit peu ce qui se passe. Et puis même pour les petits observateurs qui ont bien remarqué, on n'a pas la même sellerie à l'avant comme à l'arrière. À l'époque, tout ce qui est tissu est réservé, c'est haut de gamme, c'est très haut de gamme le tissu. Voilà, le velours, tout ça. Et le cuir, le cuir. C'est de la peau de bête, c'est bas de gamme. La peau de bête, c'est plutôt pour les bas de gamme. Ce qui est plutôt maintenant l'inverse. On va plutôt privilégier un beau cuir pour un joli intérieur. Mais à l'époque, on va garder le cuir parce que le cuir aussi, c'est lavable et imperméable. C'est naturel, c'est comme ça. Donc on garde ça vraiment pour le cocher, comme on disait à l'époque. On a un tableau de bord qui est art déco avec de la marqueterie. C'est de la vraie marqueterie. C'est pas... Avec ces petits ornements autour de la boiserie. Alors oui, effectivement, là, pour les plus jeunes, ils vont être un peu perdus au niveau des compteurs. On ne retrouve vraiment pas toujours peu de choses qui communent aujourd'hui, mais on a l'essentiel, les phares, l'allumage. Ici, on a un truc très intéressant qui est assez intuitif, on va dire ça, parce que c'est plutôt pas mal. On est sur une voiture où bien sûr, on est dans les années où il faut encore tirer le starter, bien sûr, c'est normal. Mais là, on est sur un truc qui est un peu plus sophistiqué. On est sur une petite molette qui va se tourner avec un marqué départ pour quand on veut démarrer le véhicule. En normal, quand la voiture est mi-chaude, mi-froide, on peut, voilà. Et après, on va marquer sur pauvre. Ça veut dire qu'on va appauvrir directement le mélange au carburateur. Là, quand on tourne une petite manette directement au carburateur, qui nous permet en fait de régler en fait le mélange air-essence tout simplement. Et directement au tableau de bord.
Tout à l'heure, on m'a fait la remarque, on m'a dit ça fait aviation. Oui. Et c'est vrai qu'avec les cadrans usinés en métal, les boutons, etc. De toute Oui, façon, et ce gros bloc, par exemple, pour les phares, tout en aluminium directement, c'est vrai que ça fait très aviation, effectivement. d'ailleurs, ils s'inspiraient de ça parce que j'ai vu une publicité de eux où ils marquaient Roland Pilin, la voiture des as Oui, et l'as des voitures. tout à Ah, fait. ça, j'adore, forcément. Ouais, alors ça c'est pour les, je sais pas si tu en as parlé avant, mais c'est pour ceux qui sont bien éduqués en termes de militaires. C'est vrai qu'à Tours, il y avait la base aérienne. Et le Roland-Pilin était fabriqué à Tours. Et les pilotes avaient quand même, on va dire, des moyens un petit peu plus que certains. Avec le bout de la piste qui est, pour rappel, à 500 mètres à vol d'oiseau À d'ici. peu près, ouais. Voilà. Et donc les pilotes, dès qu'ils commençaient à gagner un petit peu d'argent, ils avaient les moyens de pouvoir s'acheter des fois des voitures. Et donc c'est devenu, dans le jargon plutôt militaire, la voiture des as. Voilà. Donc parle-nous un peu de cette particularité du levier de vitesse. Justement. Alors, on a le levier de vitesse. Alors, petite particularité quand même, on a quand même le levier de vitesse qui est à la à main droite quand même. Donc finalement, comme nous aujourd'hui. Mais bon, c'est pas forcément très pratique. À l'époque, les gens étaient peut-être un peu plus petits aussi, donc c'est un peu serré. Donc là, on a donc deux leviers. Donc le levier de frein à main qui est ici, et là le levier de vitesse, de boîte de vitesse. Et la particularité des pédales, on a une pédale qui est plus petite au milieu, comme souvent c'est l'accélérateur. Et bien effectivement, l'accélérateur se trouve au milieu des deux pédales. L'embrayage d'un côté, le frein de l'autre et l'accélérateur ici, ce qui est plutôt Ouais, faut un peu pas. perturbant au début. Pour nous, faut pas s'en mêler. Toi qui l'as conduit de temps en temps, Voilà, faut pas avoir de mauvais réflexes. Non, on va dire qu'il faut prendre son temps. On va pas trop s'énerver. Il faut réfléchir un petit peu. Voilà, faut rester concentré. On va peut-être passer à la mise en route. Allez, on va la regarder faire comment tourner parce qu'on va faire ça à l'ancienne. Ah oui, on va mettre à l'ancienne, cette fois-ci à la manivelle. Donc Alors, il y a toute une procédure à suivre. oui, bon, rien de très compliqué. Alors oui, il y a des années-lumière d'aujourd'hui, mais c'est pas, voilà, c'est pas trop compliqué. Donc là déjà, alors on va déjà aller voir pour faut mettre en route, brancher le système de courant pour commencer. Donc on retourne dans l'habitacle, on va mettre le coupe-circuit, bon, qui a dû être ajouté, mais c'est pas plus mal d'avoir une sécurité. Donc là, on a mis sous tension le véhicule. On va aller ouvrir l'essence. Donc, on ouvre directement l'essence grâce à ce petit va-et-vient là qui est un robinet. Tac, là on a ouvert. Donc là, l'essence va descendre directement, remplir la cuve d'essence ici. On va vérifier qu'on n'est pas, pour le moment, qu'on n'est pas là. Alors oui, petite particularité aussi là-dessus, on n'a pas ce qu'on appelle de Delco, on va dire dans le jargon. On n'a pas d'allumeur à distributeur traditionnel. On est encore sur une magnéto, un ancien système qui n'existe plus aujourd'hui depuis des années, mais qu'on a retrouvé sur certains avions aussi. D'accord. Ouais. Donc on met comme ça parce qu'il faut qu'on fasse 2-3 petits tours de manivelle pour amorcer un petit peu tout ça. Alors déjà, on va se saisir de la chose. Tac, donc on va déjà juste Amorcer. gentiment tourner, voilà. 2-3 tours. Là, on sent la compression qui est là. On est quand même pas sur une petite cylindrée. Voilà. Tac. Là, on commence à sentir un petit peu l'essence arriver. Donc là, on va pouvoir mettre cette fois-ci en branle la magnéto en ordre de marche avec la petite clé au milieu du tableau de bord. Tac. Et là, normalement, si elle est gentille, Elle devrait le claquer. elle devrait claquer quasiment du premier coup. Ah. Attention, parce que ça reste quand même assez dangereux de démarrer la manivelle, parce que c'est le retour de pédale, pas de pédale, ça c'est sur les mobilettes. Retour de kick. C'est le retour de la manivelle. Il faut rester. Le mieux, c'est de la tirer vers le haut. C'est un peu contre-intuitif, mais au moins, vous n'avez pas le risque d'avoir la manivelle la reprendre qui dans la repart tête dans l'autre après. sens et qui vous pète le poignet. Et là, normalement, presque. On a eu un départ. C'est parti. C'est un peu physique quand même à démarrer. Ouais, je comprends. Ouais. Alors pour la petite histoire, elle a quand même un démarreur. Et bon, pour Qui a le été moment, rajouté, mais bon. alors, je suis même pas sûr. Je pense qu'elle a été montée d'origine en démarreur. Ah ouais. Ouais, ouais, elle était montée en démarreur. C'était aussi moderne pour l'époque. En tout cas, avec les papiers de la voiture, il y a toute la procédure à l'intérieur. Et dans aucune des procédures, j'ai vu marqué qu'il y avait un démarreur dedans. Donc, Ouais. C'est plus sympa de démarrer la manivelle. ouais, non mais c'est sûr. Et ça démarre souvent mieux la manivelle qu'au démarreur. C'est Le clair. démarreur demande tellement de courant qui coupe presque l'arrivée d'allumage en fait. Donc c'est pas plus mal de démarrer. Surtout que là, notre auto, bon, elle nous a
On a mis 2-3 coups de pédale avant que ça démarre, mais elle a démarré. Elle a démarré, c'est le principal. Elle a quand même plus de 100 ans. On va pas Elle a lui plus en de 100 vouloir. ans. Bon, bah allez, on est Tac. parti pour un petit tour. Allez, eh ben c'est parti. On Donc va là, tu vas t'amuser avec ton levier de vitesse qui est à droite de ton genou. C'est ça. Alors déjà, je vais déconnecter notre frein à main. Voilà. Donc là, je le sens à la pédale parce que la pédale et le frein à main sont liés. L'un à côté de l'autre quasiment. Voilà. Et puis surtout, c'est que dès que je débande le frein, je sens la pédale Qui revient. qui revient un peu plus. Donc là, embrayage. Alors, ce que je disais, particularité tout à l'heure, on n'a pas dit, c'est un embrayage, ce qu'on appelle la cône de cuir. C'est pas un disque. D'accord. En fait, c'est un cône, quand j'appuie sur la pédale, c'est un cône qui vient se désaccoupler du volant moteur. En fait. Embrayage en cuir. Et c'est de la bande de cuir pour faire l'adhérence entre les deux Ah, parties. d'accord, on est dans un autre monde. Oui, c'était assez courant pour l'époque. Donc là, première, de lever débrayage bien sûr obligatoire puisqu'il n'y a pas De synchro. de synchro. Donc là, je mets mon pied au milieu et j'accélère. Là, on va faire attention au pied. Il n'y a personne qui arrive. Alors les freins, ce qu'on peut dire, ça paraît peut-être archaïque, mais ça freine pas si mal. Vu la taille des tambours, ce serait dommage. Ouais. Mais... Alors bien sûr, rien de comparable par rapport à aujourd'hui, mais on pourrait s'attendre vraiment à un truc très mou et ça va. J'étais assez surpris. Alors tout fait beaucoup de bruit, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui. Donc débrayage. On relance le moteur. Il faut trouver le bon régime pour passer la C'est zone. pas évident. Et on a quand même une vitesse de pointe de 70 km/h. À peu près. Ah, on est à c'est 3. parti. Troisième. On est en troisième, on est à... On n'osera pas le dire. Ah bah, en termes de vitesse, on est bas là. Alors ça fait tout fait beaucoup de bruit, hein. La mécanique est sur des tailles droites. Se dire que les gars, ils faisaient de la compétition avec ça. Quatrième. Il y en a qui ont été engagés au Mans. Alors leur meilleur résultat au Mans avec une modèle de compétition, c'était 7ème. Ce qui est quand même pas mal, parce qu'ils ont fini la course, 7ème position. Et puis ils ont Là. aussi participé à bien d'autres courses. Effectivement, on va laisser passer, on laisse un petit peu couler parce que. Alors, on repasse. On ouvre la partie. Ah, on a été meilleur là. On a vraiment fait gratter. Alors au niveau du lait bon, hein, c'est normal hein, le bruit. Hein. Tant que ça fait du bruit, c'est que ça marche. C'est que ça marche. Troisième. On passe au troisième à 25 km/h. Hein. Ah ouais, bah pas au moins ça. C'est ça. Par contre, on sent bien la surmultiplier, la quatrième, dès que tu la passes, Par contre, finalement, ça devient beaucoup plus ça silencieux. devient beaucoup plus silencieux. Alors, on va commencer à prendre les freins, faut tout anticiper là-dessus. Et puis alors, le talon pointe ne rentre pas. Faut pas chercher à laisser de le mettre, ça ne rentre pas. Donc là, j'ai besoin de mettre en deuxième. On relance un petit peu les gaz, hop. Et on repart. C'est un autre monde. Voilà. C'est pas si dur. Bah non, ça passe tout seul. Question d'habitude en fait. Hein. C'est une question d'habitude. Bon, les freins, j'ai toujours du mal à m'y faire là, quand même. Donc là, on laisse couler. Et ça braque tout seul. Alors, c'est pas un très grand angle de braquage, mais ça va le faire. Donc là, alors les vitesses, quand on est à l'arrêt, comme bah, presque à l'arrêt, on essaye de s'immobiliser. Et dès qu'on est au pas, première, on la pose devant et hop, et ça rentre Et ça passe tout seul. On reprend l'embrayage, l'accélérateur, et c'est parti. Hop, on va rentrer tranquille.
en mer, il faut y aller par parcimonie quand même. Bon, en tout cas, merci pour la précieuse balade, même si elle était courte, mais on va pas lui en demander trop à cette voiture parce que ben là, c'est quand même une véritable pièce de collection. Et pouvoir rouler encore dans ces voitures-là, ben, Ça fait ça partie reste du de patrimoine. l'exceptionnel, hein. Et ça reste du patrimoine qu'il faut préserver et pas oublier. Et heureusement qu'on a encore des collectionneurs pour conserver ces véhicules-là. Tout à fait. Et merci à eux et merci aux Au propriétaire qui nous l'a prêté aujourd'hui, hein, qui nous a fait confiance. Ouais. voilà, et pour qui c'est la 4e Roland Pilin, je crois, pour lui. Je sais plus combien il en Il a, en mais a quelques-unes. Voilà, quelques-unes. il en faut. Bon, bah, écoute, merci Loïc. Avec On va se plaisir. quitter là-dessus. Et puis à bientôt. en tout Et cas. puis à bientôt. De toute façon, nous, on n'attend pas de faire des tours en voiture pour se voir, hein. Exactement. Allez, on Allez. se retrouve pour la fin. Bon voilà, on est de retour de cette balade en compagnie de Loïc, hein, donc le patron de General Car Vintage, qui met toujours à disposition ces véhicules exceptionnels. J'espère que ce véhicule vous aura impressionné, qu'il vous aura plu, parce que ces vieilles mémères, hein, qui ont plus de 100 ans, eh bien aujourd'hui on en voit de moins en moins. Ce sont des voitures qui n'ont pas la cote, qui sont difficiles à entretenir et qu'il faut vraiment faire appel à un réseau de passionnés, hein, pour pouvoir mettre le doigt là-dessus. Donc j'espère que vous en avez bien profité, parce que des voitures centenaires comme ça, vous n'en verrez pas tous les jours sur la chaîne. J'ai eu la chance d'avoir une Bugatti Type 37. Celle-là aujourd'hui, je ne sais pas quand arrivera la prochaine centenaire. Pas tout de suite, c'est sûr. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve ici la semaine prochaine pour parler encore et toujours auto et aéro, bien sûr. Allez, tchuss!